Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Verizon Media, OnePlus6, Opti Digital, Smile Wanted et Xander, avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, Sell-Side Platform, principal artisan du retour des marques médias. La Supply Side Platform, ou SSP pour les intimes, permet d'automatiser la vente d'espaces publicitaires, offrant ainsi la possibilité à l'éditeur de monétiser son inventaire. L'évolution constante du marché et les nouvelles réglementations pourraient remettre les technologies d'automatisation des ventes publicitaires au centre du jeu et ainsi replacer les marques médias au cœur des arbitrages d'achat d'audience. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités, après l'avènement de l'audience planning et du data planning, devons-nous nous attendre à un retour du media planning ? Selon nos invités, quels exemples illustrent la place des sell-side platforms et de la tech en général dans le retour en grâce des marques médias ? Comment, à l'avenir, les marques médias peuvent consolider leur position dans les stratégies d'achat programmatique ? Pour en discuter, Claire Michel de Verizon Media Yahoo, Edwin Gillen de Numberly, Cyril Lefebvre de Eurosport. Bonjour Claire. Bonjour Michel. Bonjour Edwin. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Bonjour Michel. On est ici pour parler du retour en grâce d'une certaine manière des marques médias grâce aux sell-side platforms, SSP pour les intimes. Alors, ma première question, et je te remercie Claire d'y répondre, SSP, principal artisan du retour des marques médias, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Ça évoque un retour à l'équilibre en fait. Un retour à l'équilibre sur la question de la valeur média, mais aussi sur le poids du SSP. Donc on peut faire un rapide rappel. Effectivement, c'est une plateforme qui permet l'automatisation de la monétisation des inventaires publicitaires d'un éditeur et de plusieurs éditeurs. Et cela permet de faire l'intermédiaire en fait avec les acheteurs qui souhaitent enchérir dessus en programmatique. Et c'est vrai qu'en fait, on a eu un historique assez intéressant puisqu'on a vu il y a à peu près maintenant, on va dire une dizaine d'années, il y avait l'émergence du programmatique. Avec à l'époque plutôt une stratégie, c'était très tactique en fait, on voyait vraiment la programmatique comme une monétisation incrémentale, vraiment de complément. Et puis la programmatique a fait son chemin, a une évolution très intéressante puisque on voit qu'aujourd'hui on arrive quand même à plus de 60% en fait des dépenses publicitaires qui sont faites en programmatique. Ça c'est un chiffre SRI, Observatoire de l'e-pub. Et c'est vrai que du coup, il y a eu en parallèle en fait de cette évolution du programmatique dans les dépenses publicitaires, il y a eu aussi une montée en fait en puissance de la partie audience planning qui est venue en fait supplanter le média planning de l'époque que l'on connaissait justement et qui mettait le média au centre, qui mettait la valeur média au centre. Et l'audience planning, lui, est venu supplanter en fait ce média planning avec une recherche en fait non pas de la valeur média, mais de l'audience à tout crin. De l'audience, on va dire, quel que soit le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. C'était un peu le sujet. Et la question, c'était uniquement de s'intéresser au reach, à la performance, à la granularité, à cette précision de ciblage très très fine. Mais en parallèle, on avait du coup une dilution de la valeur média qui arrivait. Et donc, on avait effectivement un peu une perte en grâce de cette valeur média. Aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un retour en grâce du SSP qui était délaissé par les acteurs du marché, qui n'avait pas vraiment valeur d'intérêt. Et on pense aujourd'hui chez Yahoo, Verizon Media, que le SSP, c'est un vrai compagnon d'armes en fait, pour les éditeurs, pour les aider à promouvoir et à mettre en valeur en fait, les marques médias dans leur rôle de packaging, de marketing de l'offre de ces marques médias entre elles sur le SSP. Merci Claire. Alors Edwin, Claire à l'instant vient de nous parler d'un retour à l'équilibre après une période de dilution de la valeur média et qu'aujourd'hui le SSP, Sell-Side Platform, apparaît comme étant un compagnon d'armes, je reprends tes termes, pour promouvoir justement cette fameuse marque média. De ton point de vue, le SSP, principal artisan du retour des marques médias, ça évoque quoi ?
Ce qu'on a pu évoquer précédemment me parle beaucoup, parce que on a un profil chez Numberly assez particulier, parce que ça fait aussi très longtemps qu'on vient de cet univers plutôt à tech. Et donc, du coup, on est entré dans ce que tu as décrit sur cette approche data, cette approche itérative et cette opportunité dont tu parlais. Donc, j'ai forcément une réponse un petit peu qui est sous cet angle-là. Et je pense que d'autres bailleurs auraient aussi vraisemblablement d'autres approches. Donc, moi, ça me parle beaucoup ce que tu as dit, puisque on a vu vraiment cette montée en puissance des achats programmatiques. Et finalement, je trouve que c'est un peu un équilibre, effectivement, comme tu le dis, qui se remet un peu en place, puisque on arrive finalement à mieux retrouver pas uniquement la notion de données, mais aussi la notion plutôt de la valeur de la marque média. Et je trouve que le contexte actuel aussi accélère finalement ce retour en force des marques médias. On a peut-être eu un déséquilibre qui s'est mis en place dans ces dernières années avec cette recherche de la performance à tout prix. Et donc peut-être on a un peu aussi occulté cette valeur de la marque média, donc ça revient aussi en force. Et donc je pense que c'est aussi une opportunité. Ça demande aux acheteurs qui sont plutôt audience de s'adapter. Et je pense aussi que côté marque média, il y a aussi des grosses évolutions. Très souvent les marques médias ont été des marques qui avaient des régies très fortes. Je suis curieux d'avoir l'approche de Cyril. Et qui ont donc vu aussi cette évolution et qui va très vite. On a la chance dans l'univers du programmatique et de ce mode d'achat-là, c'est la nouveauté sans fin. Donc finalement, c'est des deux côtés, du côté achat, du côté éditeur et la technologie au milieu de tout ça, ça va très vite et ça demande de se réadapter. Merci Edwin. Alors Cyril, tu dois boire du petit lait, pas un petit peu, tu bois du petit lait. J'ai l'impression. Quand tu entends deux acteurs qui sont orientés technologie, mais pas que, puisque Verizon Media, comme son nom l'indique, Verizon Media Yahoo, c'est également une empreinte assez forte justement autour de cette notion de marque média. SSP, principal artisan du retour de ce fameux concept de marque média, ça te parle? Qu'est-ce que ça te dit? Ça me parle, je rejoins Claire sur la notion d'accompagnement. C'est vrai que pour nous, éditeurs, on a la première stratégie, c'est le contenu et c'est la source de créer un inventaire de qualité. Et quand on a vu l'essor du programmatique, on a vu ça comme un Eldorado en se disant c'est super, ça va nous apporter davantage d'opportunités. Et finalement, d'un point de vue surtout technique, on était peut-être mal préparé. Parce que ça demande des connaissances, certainement en interne, ça demande des moyens, et finalement, on se retrouve un peu démuni face à cet univers qui est nouveau. Nouveau aussi dans notre modèle de vente, puisqu'on vend beaucoup de gré à gré, on apprécie la relation étroite avec nos annonceurs. Et moi, ma définition du SSP, c'est vraiment cet ambassadeur avec qui on va pouvoir aborder cet univers, rencontrer des gens, comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. C'est notre premier point de contact. C'est très important d'avoir une relation de confiance et de pouvoir apporter au-delà que des KPI qui sont souvent très data, comme on peut en parler, mais toutes les valeurs qui correspondent à notre marque et qui sont un peu plus qualitatives, qui sont un peu plus difficiles à cerner, mais qui sont tout autant importantes à véhiculer auprès des acheteurs, parce que c'est là qu'on a notre force de frappe, j'ai envie de dire, et il y a des nouveaux modèles qui peuvent se créer de cette façon-là. Alors Cyril, ce que je retiens, c'est le SSP ambassadeur, et je mixe un autre ambassadeur. Je vais mixer un autre mot, je dirais, et c'est pas toi qui l'as dit comme ça, mais moi je le ressens comme ça, SSP, ambassadeur de valeur de marque. Exactement. Donc, justement, on parle de valeur de marque, et tu as évoqué tout à l'heure, Claire, cet engouement qu'a eu le marché pour l'audience planning, data planning, entre autres. Ça veut dire que ce retour en grâce de la marque média, est-ce que c'est le retour du média planning ? Disons qu'il y a effectivement il y a cette question d'équilibre dont on parlait au début, et il y a quand même RGPD et applications de la CNIL qui sont passées par là, avec des prises de consentement très strictes dans le cadre d'aller dans un meilleur respect en fait de l'internaute et de sa vie privée. Donc c'est vrai qu'en fait il y a une obligation d'adaptation. Je crois que c'est un mot qui est
maintenant très utile et dans ce contexte de crise et dans le contexte de mise en application de normes qu'on connaît. Donc le tout data n'est plus possible en fait. On se rend compte qu'on ne peut plus aller chercher de façon impunément en fait, ces data partout et à n'importe quel prix. Il faut pouvoir s'adapter à ce que l'internaute attend et au niveau de respect qu'il attend. Donc il y a un niveau de confiance aussi très fort qui est attendu. On a peu de recul aujourd'hui, mais nous, sur les premiers chiffres qu'on peut voir avec certains de nos éditeurs, on a quand même, au bout d'un mois, en fait, une réduction de prise de consentement, mais la prise de consentement, elle est toujours là. Elle est toujours majoritaire, à plus de 70%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même la valeur média qui a su instaurer une valeur de confiance avec ses internautes et qui, du coup, continue à récolter du consentement. Par contre, aujourd'hui, effectivement, c'est des modèles hybrides qu'on va voir émerger avec des sujets de prise de consentement d'un côté, des sujets aussi de modèles contextuels. Donc du contextuel qui peut être très classique, c'est-à-dire qui va passer par ce que l'on sait du contenu, du format du contenu, mais aussi du contextuel qui va prendre en fait en données ce qui se passe dans la navigation, ce qui se passe aussi au niveau de la météo, ce qui se passe au niveau du format qui est écouté, si c'est du podcast par exemple, du device qui est utilisé. Donc c'est un contextuel élargi. Qui a plus ou moins toujours existé. Nous, c'est vrai que chez Yahoo, on a toujours continué à commercialiser du sans data, c'est-à-dire sans prise d'ID, mais on utilisait en fait ces data contextuelles qui en sont aussi et qui en fait font partie de la valeur média. Donc aujourd'hui, le maître mot, ce serait effectivement l'adaptation avec un mix de modèles hybrides dans des sujets contextuels et dans des sujets de prise de consentement. C'est vrai que là, c'est là où le SSP prend tout son rôle, puisqu'il doit être capable d'aller proposer en fait de l'audience, de l'inventaire, grâce à ce modèle contextuel et grâce aux prises de consentement qui sont faites aujourd'hui. Merci Claire. Donc moi, ce que je retiens aussi, c'est quand même plus de 70% de consentement, c'est ça ? Pour l'instant, c'est-à-dire qu'on a un mois de recul, puisque la mise en application de la CNIL s'est faite au 1er avril. Donc ces premiers chiffres que l'on a, ils sont encore faibles, on a peu de recul, mais en tout cas, on estime qu'il y a quand même une valeur confiance qui est là. Et ce que je retiens aussi, c'est cette notion de modèle hybride entre le contextuel et j'allais dire la data, en tout cas un certain nombre d'informations que l'on a sur la navigation ou des éléments exogènes type météo par exemple. Exactement. Merci Claire. Alors justement, même question pour toi Edwin. On a beaucoup parlé d'audience planning, data planning. Média planning, c'est un retour chez toi ou... Alors je dirais non, c'est tout simplement parce que on a eu une approche plutôt itérative et orientée sur la data. Donc nous, on a appris à faire du media planning, mais c'est pas de là d'où on vient initialement chez Numberly. Donc forcément, je ne pense pas que ça va être un retour. Mais peut-être un rééquilibrage qui est quand même le mot-clé. Absolument. Et finalement, audience planning, c'est peut-être un peu réducteur. Ce que j'aime bien dans le data planning, c'est que ça permet aussi de comprendre que l'audience est une forme de data, mais c'est pas la seule data. Et le contexte actuel, les chiffres que tu as partagés qui sont intéressants, bouleversent vraiment complètement le contexte. En tant qu'acheteur, c'est une variable, c'est une bombe qu'on doit intégrer, quoi. Le mot est fort, mais on a besoin de l'intégrer et de s'adapter. Le marché a souvent des évolutions comme ça, un peu radicales. Donc c'est à nous d'en faire une opportunité. Et finalement, je ne pense pas qu'on va rebasculer complètement sur la partie média. En fait, je pense que ça va déplacer le curseur sur d'autres types de données. Alors encore une fois, nous, on est data friand. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Friand de données, peut-être. Un mix je croyais que c'était data friend. C'est friand. Bon, enfin bref, tu m'as compris. C'est ça, on est sur The Programmatic Society. Donc j'ai fait un peu un mix. Mais en tout cas, nous, en tant qu'acheteurs, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va à nouveau se réintéresser à d'autres types de données qui ne sont pas uniquement liées à l'audience. Donc il y a une multitude, et c'est la beauté du programmatique dans ce mode d'achat-là. On va pouvoir s'intéresser à nouveau peut-être plus au format, à la bannière. La bannière est toujours négligée malheureusement, alors qu'elle est en adéquation assez forte finalement avec la marque média. On va s'intéresser aux heures de diffusion, aux données météo. Il y a une multitude de données qu'on peut intégrer qui vont faire qu'on ne tombe pas juste dans l'excès de l'audience planning. Et on en discutait un petit peu juste aussi avant l'émission. On mixe très souvent en fait plusieurs approches dont les réponses que nos annonceurs, au brief de nos clients, que les annonceurs nous demandent. Et on essaie toujours de trouver un équilibre entre une approche qui est très orientée data, sans a priori, et une approche marketing,
plutôt top-down, où on a une description d'une persona, et on essaie de voir comment l'un ou l'autre réagit. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a un peu un équilibre déjà en fait, dans nos réponses entre média planning finalement et audience ou data planning. Merci Edwin. Donc en fait, tu confirmes ce fameux modèle hybride qui est, j'allais dire, ce rééquilibrage entre les data friands et effectivement cette volonté d'imprimer la marque dans un sens voulu par l'utilisateur. Quand je dis dans un sens voulu par l'utilisateur, c'est-à-dire que l'utilisateur a fait un choix qui est de lire ce fameux contenu, et si en même temps on peut respecter sa vie privée et donc ses données, et derrière exploiter des données exogènes par exemple pour être toujours plus efficace, donc effectivement la marque média entre guillemets est servie par les sell-side platforms, qui est le fameux, je recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure Cyril, l'ambassadeur de cette valeur de marque. Alors justement Cyril, audience planning, data planning, toi aujourd'hui dans ta manière de gérer ta relation avec les acheteurs, elle s'oriente plus aujourd'hui vers du media planning. On parlait de la réglementation aussi qui nous pousse aussi à évoluer. Comment ça se passe chez Eurosport et chez Discovery? Nous on se veut une marque forte et on est souvent sur du media planning parce que c'est là où c'est notre ADN, c'est là où on véhicule le plus de valeur. Dans l'accompagnement de nos annonceurs, on fait aussi beaucoup de plurimédia. C'est pas seulement une campagne digitale, c'est aussi de la télé, c'est aussi de l'événement, c'est aussi un accompagnement sur d'autres territoires. Après, il ne faut pas forcément, je pense, mettre les deux en opposition. C'est un peu le modèle hybride que vous décrivez. Faire que de la data, c'est se couper peut-être de certains territoires. Faire que du media planning, c'est peut-être pas optimiser cette campagne-là. Dans un monde idéal, c'est d'être capable de faire les deux. Je pense qu'il y a aussi indéniablement, on ne va pas pouvoir s'écarter de la data pour des mesures d'audience, pour des mesures d'efficacité de campagne. Ce sera toujours présent et l'industrie évolue tout le temps. Et là, c'est une énième évolution et on va trouver une solution à ce monde sans cookies. Et puis, nous, en tant qu'éditeurs et la manière dont on travaille, le rôle d'un géant comme Google va aussi être déterminant dans la manière dont on va adresser ça, puisqu'ils vont une nouvelle fois certainement dicter, ou pas dicter, mais si on veut être poli... Moi, je les appelle les régulateurs privés. Exactement. Mais en tout cas, c'est la réalité, et je pense qu'il va aussi falloir comprendre comment eux vont faire face à ça et s'y adapter, puisque qu'on soit pro-Google ou contre Google, je ne suis pas là pour parler politique, mais ils font partie du paysage, ils sont incontournables. Merci Cyril. Alors, on a évoqué, j'allais dire, la big picture de cette évolution des marques médias, retour en grâce des marques médias via les sell-side plateformes. Et maintenant qu'on a fait la big picture, est-ce que vous avez des exemples qui illustrent la place des SSP ou peut-être même d'autres attaques dans le retour en grâce de ces marques médias, de ton point de vue, Claire? Alors là, je vais quitter ma casquette AdTech et je vais prendre ma casquette éditoriale, puisque c'est notre autre métier chez Yahoo. Et effectivement, je vais faire un parallèle avec notre métier d'éditeur, où on est producteur de contenu en propre, mais on est aussi curateur de contenu d'autres marques médias qui travaillent avec nous. Et au sein du SSP, il se passe exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir associer notre marque média, nos audiences, qui sont d'ailleurs elles-mêmes revenues en grâce, puisque au mois de mars, Médiamétrie nous classait dans le top 10 des meilleures performances annuelles avec plus 15%, et donc on a 27 millions de visiteurs uniques par mois aujourd'hui. Et donc ça, c'est grâce aussi donc, à nos qualités de producteur éditorial et à notre curation de contenu. Et le rôle du SSP en parallèle, il a aussi en fait cette valeur-là d'associer en fait ce qui fait la force de notre audience, ce qui fait en fait l'empreinte de notre marque média à celle d'autres marques médias, qu'elles soient petites ou grandes, françaises et européennes. Et Eurosport est un excellent exemple, en tout cas que ce soit au niveau du display, de la vidéo, du mobile ou de la partie native. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire que le SSP a ce rôle-là aussi de dire il y a une association de la meilleure combinaison possible en fait des assets d'une marque qui sont en fait promus, qui sont mis en valeur par les équipes supply et d'ailleurs aussi par les équipes demand qui adressent en fait les trading desks chez nous. Et il y a tout un rôle et une offre marketing qui est faite pour promouvoir ces marques et de faire la meilleure association possible de ces marques-là. Nous, on connaît ça très bien et on en est ravis, en tout cas pour la marque Yahoo. Ça veut dire aussi qu'il faut coupler ce rôle d'ambassadeur technologique qu'est le SSP avec des vrais ambassadeurs humains que sont les représentants de Yahoo, par exemple, pour présenter
auprès des acheteurs les différents assets de marque que tu évoques par ailleurs. Oui, notamment promouvoir ces plus 15%, ces 27 millions d'internautes. Certes, on peut le voir dans un reporting, mais encore faut-il pouvoir lui donner du sens par l'intermédiaire des équipes commerciales, par exemple. Tout à fait ça. Là aussi, les équipes jouent un rôle hybride, à la fois en fait d'ambassadeurs de leur plateforme auprès des éditeurs, mais ils sont aussi les ambassadeurs de ces marques auprès en fait des équipes qui vont adresser les trading desks et les agences pour faire valoir en fait les assets par exemple d'Eurosport et associés au contenu Yahoo ciblé sport aussi par exemple. Merci Claire. Alors Edwin, toi tu es du côté des acheteurs. Cela dit, comme tu utilises également énormément de technologies, où tu es connecté avec un certain nombre de technologies comme les SSP, est-ce que tu as pu remarquer que ce soit les SSP ou les AdTech, certains AdTech, alors ça peut être des DSP ou encore autre chose, des DMP, alors ils vont devenir dingues avec tous ces acronymes, mais je pense que ceux qui nous suivent régulièrement les connaissent un peu quand même. Est-ce que toi, tu as des exemples qui illustrent justement la place des technologies dans ce fameux retour en force, cet agrément qu'il y a de plus en plus autour des marques médias? Alors comme tu le soulignes, effectivement, depuis le début, on parle à ces acteurs. Et les équipes qu'on évoque, on les voit régulièrement, ils font très bien ce job de justement montrer le lien entre le contenu, la technologie, l'environnement. Et je trouve que les différentes casquettes que tu as prises aujourd'hui, elles illustrent bien ça chez vous. Et elles le font bien, vraiment, pour faire ce pont entre ces deux univers-là. Je pense qu'il y a aussi, finalement, les difficultés qu'on évoquait des marques médias à trouver cet équilibre. Je pense que ça va faire évoluer aussi l'apport et le rôle du SSP, qui pouvait peut-être encore, au début de l'envol du programmatique, être un peu dans l'ombre. Et je pense que, justement, une des valeurs de ces technologies-là, c'est d'être un peu une caisse de résonance de la marque média, finalement, en représentant plusieurs. Nous, en tant qu'acheteurs, c'est un énorme boulot de screener le marché, de rencontrer tout le monde. J'ai toujours pas craqué comment le faire, ça prend beaucoup de temps. Donc si quelqu'un a la recette secrète, je suis preneur. Mais en tout cas, le SSP, justement, on peut représenter différents univers et mettre en valeur cet ADN, cet equity de la marque média. Et je suis vraiment beaucoup en ce moment à la recherche je parle beaucoup plus souvent avec des technologies côté offre pour mieux comprendre ce à quoi on n'accède pas encore, en fait. Et comment on pourrait y accéder et comment on arriverait à mieux connaître ces univers-là. Tu cherches une sorte de différenciation technologique pour une différenciation d'efficacité marketing, entre guillemets. Complètement. Alors, encore une fois, c'est notre amour de l'approche empirique, pragmatique et consommation sans fin de données. Mais en tout cas, pour nous, c'est un territoire que on explore doucement jusqu'à présent. Et le contexte actuel nous bouscule en se disant c'est une opportunité, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc finalement, le rôle du SSP, je trouve, peut faciliter la transition des marques médias dans cet univers du programmatique. Et après, je pense qu'il y a évidemment des complexités selon les marques médias, mais aussi selon les annonceurs qui sont derrière, puisque là, c'est multifactoriel comme équation. Mais donc, du coup, nous, on est vraiment en train d'essayer de chercher comment unifier ces différentes contraintes-là et accéder à, finalement, peut-être des données auxquelles on n'avait pas déjà accès. Mais on connaît déjà très bien ces univers, donc voilà. Merci, Edwin. Alors, Edwin vient de nous expliquer qu'il cherche la différenciation. Claire nous a expliqué qu'elle a des ambassadrices et des ambassadeurs qui accompagnent les assets technologiques, on va dire, de Verizon, Yahoo. Toi, justement, comme tu es utilisateur de ces technologies et notamment SSP, quels sont les exemples qui pourraient illustrer le fait que grâce à ces outils, eh bien, tu arrives à positionner Eurosport peut-être un peu mieux que quand on était dans le tout audience planning il y a quelques années? C'est vrai que ce que tu soulignais, c'est on aimerait pouvoir être en capacité à parler à tout le monde et être visible le plus possible. Et cette notion de vitrine, elle est très importante parce que on doit s'en servir parce que c'est comme ça qu'on va exposer notre image de marque. On est en passe d'avoir un été plein d'événements sportifs. On a les Jeux Olympiques, bien évidemment, en ligne de mire. On croise les doigts. Roland Garros. Pour l'instant, tout va bien. Mais c'est vrai que nous, c'est en plus, en tant que passionnés de sport, on vibre énormément.
Et on est parfois déçu de se dire qu'on est jugé simplement sur des KPI de base et qu'on ne peut pas exploiter justement tout ce que ça représente de venir sur notre plateforme, de s'adresser à des utilisateurs qui vont avoir des vies un peu rythmées par ces événements, que ce soit le suivi des Jeux Olympiques qui seront là la nuit. Le live est très important. Ils sont capables de revenir 35 fois dans la même heure sur le site. Et bien sûr, tout ça, on n'arrive pas à le traduire à travers des plans très scientifiques, je vais dire. Et c'est là où c'est très important de pouvoir vous partager cette expérience-là, de pouvoir aussi retenir l'expérience que vous avez, vous, de votre côté, des acheteurs. Et c'est dans ce modèle hybride dont on parlait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est... beaucoup de technologie, il faut la comprendre. Et ce rôle de vitrine, il est extrêmement important parce qu'on se cache peut-être trop derrière. C'est aussi peut-être à nous d'y mettre les efforts, de vous fournir davantage d'éléments dont vous avez besoin. Des fois, on pense que juste parler de notre marque est suffisant. Mais pas toujours. Il faut des éléments tangibles pour les acheteurs. Il faut des éléments tangibles et on est prêt à vous accompagner. On a tellement à donner, on a tellement à proposer qu'on est forcément ouvert et venez chez nous. On est présent. En tout cas, le message est passé. Mais justement, l'autre message, moi je vais me faire un peu l'avocat du diable pour notre dernière question. L'avocat du diable dans le sens où on est sur tous les marchés. Et j'allais dire culturellement en France, il paraît qu'on est encore plus conservateur que d'autres marchés en termes d'achat publicitaire. C'est dur de faire changer les habitudes. Et tu viens de le dire, Cyril, il y a beaucoup de choses à mettre en place pour... non pas imposer, mais en tout cas présenter et séduire les acheteurs du marché avec ce fameux modèle hybride entre data et les assets médias. Donc, ma dernière question est très simple. Comment, à l'avenir, les marques médias peuvent consolider justement leur position dans les stratégies d'achat programmatique, de ton point de vue, Claire ? Je choisirais 3 mots. Je parlerai de confiance, de contrôle et d'alliance. Et pour rebondir sur la confiance, je vais réutiliser les mots de Cyril, notamment qui parlait de passion, de vibration. Et je pense qu'effectivement, toutes les relations des valeurs, des marques médias avec leur audience ne se valent pas. Et certaines sont extrêmement fortes, génèrent énormément de loyauté. Et aussi un niveau de confiance qui génère par exemple de la tolérance à la publicité et à un certain fonctionnement sur le site. Donc ça, c'est important de miser là-dessus. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qu'attendent en fait les internautes, c'est de retrouver ou de consolider la confiance qu'ils ont dans une marque média, dans la loyauté qu'ils lui accordent. Donc je pense que les éditeurs, les marques médias doivent continuer à travailler cette notion de confiance. Ensuite, il y a la notion de contrôle. Là, je me ferai moi-même l'avocat du diable par rapport au fait qu'on sait en tant que SSP qu'il existe en fait et que certains éditeurs et marques médias ont un cœur de reprendre le contrôle aussi sur la façon dont elles monétisent leurs inventaires en programmatique. Ça s'est fait du côté Demand il y a quelques années lorsqu'on a vu certains annonceurs qui ont réinternalisé des cellules d'achat, autrement dit Trading Desk internalisé chez eux. Je pense qu'en fait, il est normal aujourd'hui que certains éditeurs aussi se posent la question de reprendre ce contrôle qu'elles avaient complètement délégué à certains SSP pour dire comment mieux travailler en direct sur nos inventaires programmatiques. Donc ça s'explique et c'est logique. Maintenant, nous, chez Yahoo, ce en quoi on croit, c'est en une alliance justement des marques médias avec le meilleur des SSP existants et de savoir être sélectif avec les SSP avec lesquels ces marques travaillent. Donc je pense qu'il faut à la fois, là aussi, savoir travailler en direct, faire valoir sa marque, se faire connaître auprès des acheteurs en tant que marque média. Mais il faut aussi continuer en fait, à travailler avec des SSP qui sont des spécialistes sur leur sujet, qui sont des ad tech et sur lesquels il peut y avoir effectivement des solutions qui émergent. Nous, par exemple, chez Verizon Media, on a fait émerger 2 solutions. Une qui est plutôt liée à tout ce qui est Connect ID, qui va travailler sur l'ID Graph, etc. et qui va être liée là à de la prise de consentement, on va dire, presque collectif. Une autre qui s'appelle NextGen et qui est plutôt liée à ce dont on parlait tout à l'heure sur la collection en fait, de data périphérique, sur de la data en fait, environnementale, sur la data de navigation, sur la data de consommation de contenu, qui ne va pas être liée à l'ID, mais qui sont 2 solutions, en fait, NextGen et Connect ID, qui vont être complémentaires. Et je pense que là aussi, le SSP a un rôle énorme à jouer en tant que spécialiste et apporteur de solutions ad tech pour que la marque média se fasse mieux connaître et continue à avoir effectivement un reach de consentement important.
Merci Claire. Donc ce que je retiens, c'est le triptyque confiance, contrôle, alliance. Confiance entre l'utilisateur et l'éditeur. Contrôle de la part de l'éditeur, à l'instar de ce qui s'est passé il y a quelques années de la part des annonceurs qui souhaitaient internaliser leur trading desk. Mais là, cette fois-ci, que l'éditeur devienne également responsable de ce qui se passe sur ces espaces. Il avait tendance, effectivement, dans le programmatique, à laisser un petit peu gérer la machine. Et cette notion d'alliance, j'allais dire, entre les éditeurs. J'ai bien compris, c'est bien de ça dont il s'agit. Plutôt entre les éditeurs et les SSP. Voilà, l'alliance entre la technologie et les éditeurs, et le tout matiné, ou en tout cas sur une couche de passion et de vibration, si j'ai bien compris. Tout à fait. Merci Claire. Edwin, mot de la fin, comment tu vois les marques médias consolider leur position dans les stratégies d'achat programmatique ? Je trouve que la discussion est vraiment intéressante parce qu'on a autour de la table des acteurs en fait, qui se parlent très régulièrement, mais peut-être pas sur ce type de questions. Et je trouve que c'est à la fois un peu déstabilisant parce qu'on se dit on travaille quotidiennement ensemble, mais on ne s'est pas nécessairement intéressé à ces problématiques-là. On a deux univers, l'univers de la demande, l'univers de l'offre, qui se parlent au quotidien, qui interagissent au quotidien. Mais je ne sais pas, en fait, si dans ta question, si le terme consolidé, c'est finalement le terme clé. Je me demande si ce n'est pas, et dans tout ce qu'on a raconté, finalement, mieux se comprendre de chaque côté. C'est un peu ce que moi ça m'évoque, mieux se comprendre et vraiment des deux côtés. C'est-à-dire que ce soit du côté de la marque média qui va approcher l'acheteur, comme le disait Cyril, peut-être en ayant des difficultés à valoriser vraiment l'expérience de l'utilisateur, la marque vraiment à proprement parler, qui arrive dans une approche un peu historique, traditionnelle de l'acheteur, dans l'univers programmatique, encore une fois, et l'acheteur programmatique qui va peut-être avoir le travers de regarder que ses indicateurs de performance. Et finalement, le trait d'union de tout ça, j'ai l'impression que c'est aussi la mesure. Et vaste sujet, ça pourrait être un épisode à part entière. On va le faire. J'ai l'impression, en tout cas, ça va être sympa, parce que la mesure, en fait, elle vient unifier tout ça. Et c'est selon la mesure et la règle du jeu, c'est hyper compliqué. Et comment on utilise cette mesure-là, ça va avoir une incidence énorme sur comment on va arbitrer et comment on va optimiser les investissements vraiment faits par la plateforme. Et je crois surtout que ces deux mondes-là qui se connaissent, en fait, chacun a une partie de l'équation et on a du mal à trouver le milieu qui réunit tout le monde. Une sorte d'API ça serait génial. Des acheteurs et des vendeurs. Non, mais comme dans l'univers de la finance où toutes les données de transaction pourraient être complètement ouvertes, on pourrait imaginer complètement toutes les données d'enchères ouvertes. Et je pense qu'en étant tous ouverts, on arrivera à générer globalement une valeur plus forte. Merci Edwin. Alors à l'instant, on a parlé d'ouverture, on a parlé de confiance. Tout ça, ça me fait penser à beaucoup d'humanité en fait dans tout ce monde technologique de data. Et puisqu'on parle de marque média, un média c'est également un sens pour ceux qui le consomment. Et donc d'où cette question sur lequel tu vas ponctuer l'émission, comment on fait pour que cette notion, cette valeur de marque, elle puisse consolider de manière pragmatique sa position dans les stratégies d'achat programmatique qui sont peut-être un peu trop, mathématiques orientées et pas suffisamment communication oriented. Ouais, effectivement. Avec un gros accent français assumé. En fait, on est dans une industrie où les règles du jeu changent constamment et c'est ce qui fait son charme et par moments aussi les sujets pour lesquels on se bat et on s'énerve parfois. Moi, je pense qu'il faut d'abord maîtriser les fondamentaux. Je suis peut-être très sport, basket en l'occurrence, où voilà, c'est une base qu'il faut savoir maîtriser. Pour un éditeur, ça veut dire quoi ? C'est maîtriser son contenu, qui soit de qualité, c'est comprendre ses utilisateurs, se baser sur la first party data, ce qu'on doit continuer de faire, ce qui n'est pas si facile. Et là, on va créer quelque chose de qualité qui va être déjà plus facile à utiliser, à communiquer, à mettre en avant, à travailler. J'ai bien aimé ce que tu disais, Claire, sur la notion de sélection. Il est vrai que d'un point de vue éditeur encore, on a une panoplie de techno et de personnes toutes bienveillantes qui souhaitent nous accompagner. On n'a pas forcément la capacité de toutes les suivre. On ne se donne pas forcément ni les moyens ni le temps d'évaluer ça.
Et je pense que arriver à être sélectif pour construire quelque chose dans la durée, dans la confiance, pour bien mesurer ce que l'on fait, pour apprendre de nos erreurs et aussi, ça va permettre à tout le monde d'être plus ouvert, de se donner les moyens, de s'écouter. Et ça paraît peut-être très humaniste, comme tu le disais, mais pourquoi pas jusque-là, ça a été beaucoup de compétition, les fameuses enchères, etc. Mais quelque part, c'est peut-être une bonne comparaison pour se dire, pour être dans une meilleure compétition, il faut peut-être être un peu plus ouvert et partager davantage d'informations entre nous, quoi. Une meilleure audition pour une meilleure compétition. On va dire ça comme ça. Ça pourrait être un beau slogan. En tous les cas, merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Edwin, merci beaucoup Claire d'être venus sur le plateau de The Programmatic Society. J'espère à bientôt. En tous les cas, merci de nous avoir éclairé sur le rôle de cette machine Sell-Side Platform qui est au service de l'humanité des marques médias. Et ça a été très sympa de vous avoir autour de la table. Merci Michel. Merci Michel. Merci à vous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la place des sell-side platforms dans le retour en grâce des marques médias. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à OnePlus6, Opti Digital, Smile Wanted, Verizon Media et Xander pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.